Bonsoir, bonsoir, hein. Bienvenue ici au MEDEF et au Montpellier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry Marc, je suis le directeur général de ce MEDEF ici à Montpellier. Je suis pas là pour faire le MEDEF parce qu'il est suffisamment connu, mais donner deux, trois informations sur votre actualité. Nous organisons tous les ans, maintenant, ça va être la cinquième édition, la rencontre des entrepreneurs de France Montpellier. Ce sera le 10 septembre. Plus de 1000 chefs d'entreprise qui sont réunis pendant toute une journée, des thématiques fortes, des intervenants hors sol, des sociologues, des journalistes, des, euh, des chercheurs qui viennent échanger avec les chefs d'entreprise adhérents et non adhérents du MEDEF. Cette année, la thématique de la rencontre des entrepreneurs de France, place à la jeunesse, vaste sujet, là. Comment on met sa place aux jeunes, effectivement, dans les entreprises, comment la nouvelle génération a choisi des nouveaux codes et des nouveaux modes d'entrepreneuriat. Voilà. C'est le grand rendez-vous de la rentrée franchement, pas parce que c'est moi qui l'organise, c'est vraiment un gros événement et il faut en profiter, c'est l'événement de la rentrée et économique. Ça lance bien le. Ouais, ça lance bien, voilà. Euh, N'hésitez pas à vous inscrire au plus tôt parce que il y a 1000 participants qui sont attendus et le compteur vient tous les jours. Donc ça, c'est ma satisfaction. C'est bien que le rendez-vous il est ancré sur le territoire. Voilà deux, trois mots du MEDEF. Ici, dans ce MEDEF, on n'est pas un MEDEF du CAC 40, hein, à peu près 850 adhérents, plutôt des TPE, PME. Et ça, c'est la réalité du territoire. Hein. Réalité du territoire, parce qu'on a davantage de petites entreprises que de grosses entreprises, on n'a pas beaucoup d'industries sur le territoire. Et la particularité du MEDEF, c'est effectivement on a les petits, les moyens, mais aussi les très gros qui sont dans notre organisation. Un syndicat professionnel, comme un syndicat salarié, nous, on a des gens des patrons. C'est ceux qui vont avoir des informations, je sais à leur disposition après. On organise beaucoup de réunions ici dans ce MEDEF, hein, dans les meilleures années, une centaine de réunions par an. Tout format, matin, midi, soir, pas encore la nuit. On a la nuit des entrepreneurs, mais voilà, ça ne va pas jusqu'au bout de la nuit en tout cas. On essaye de varier les sujets, de varier les thèmes avec l'actualité du jour capitale, je m'en fais compte. Avec l'actualité qui peut être assez péché sur le thème, la solitude des chefs d'entreprise, de la certitude, etc. On essaye toujours de faire passer des messages positifs. Il y a aussi un certain nombre d'enjeux. Si vous êtes tous chefs d'entreprise, la facturation électronique, voilà, c'est un mois de septembre, hein, tous les entreprises vont devoir s'y mettre, etc. C'est pas simple et on est là pour sensibiliser, pour informer, pour accompagner et surtout trouver les bons interlocuteurs. Je termine sur ma présentation avant de laisser place à notre échange. Ici, dans ce MEDEF, je gère avec mon équipe 260 mandats patronaux. Des juges au tribunal de commerce, des juges au conseil des prud'hommes, des représentants à l'URSSAF, à l'ANCAF, à la médecine du travail, autant d'endroits. J'ai des chefs d'entreprise, des femmes et des hommes qui sont là pour nous représenter, pour représenter nos adhérents, pour les défendre au quotidien, et ce qui fait la force et l'influence entre les notre réseau. Voilà sur la présentation synthétique de ce qui nous sommes. C'est bien de le rappeler parce que souvent, on le disait en aparté, voilà, il y a des gens qui disent le MEDEF, c'est des grosses boîtes, c'est le CAC 40. Eh ben non, ce n'est pas que ça, c'est le deuxième numéro de ce format, un soir au MEDEF. Florian a inauguré effectivement ce format. Vous allez le voir, le livre en conversation, sur des conversations, hein, le retour de tas d'ouvrages. On a eu l'ouvrage de Florian il y a maintenant à peu près 3 semaines, un mois, et aujourd'hui on va discuter, papoter autour du livre de Corinne Blanfogère, maîtriser l'art de convaincre sans manipuler. Merci Corinne d'avoir accepté. Ça fait un moment qu'on parle de cet échange, etc. Ça a été reculé, etc. On a eu des problèmes de locaux. On est dans ces locaux depuis un mois. Il a été sans locaux pendant un certain temps. Donc, c'est un peu difficile d'organiser des réunions. Donc, voilà, on est installé dans ce super siège social et on peut organiser ce type de réunion. Sur à peu près 1 heure, on va essayer d'échanger. On ne va pas raconter le bouquin parce qu'il faut l'acheter, le bouquin, il faut le lire. Hein, mais, il y en a là, éventuellement quelques exemplaires, voilà, si vous avez envie. Acheter le bouquin et avoir une petite dédicace, Corinne le fera. Avec plaisir. Et puis, on vous offrira un petit rafraîchissement à l'issue de cette soirée. En tout cas, merci à toi pour ton invitation. Maîtriser l'art de convaincre sans manipuler. Pourquoi sans manipuler? Alors, on sait aujourd'hui, aussi avec les politiques, avec les réseaux sociaux, etc., que la manipulation, elle est au cœur des échanges entre les individus. Et j'ai envie de te dire, comme ça, de façon un peu brusque, parce que tu ne vas pas un peu dans le vide des bisounours, comme tu dis, on peut aujourd'hui
communiquer sans manipuler, et on peut aussi communiquer de façon éthique. C'est à la fois oser, et puis on se dit, mais c'est pas possible, elle est décalée, elle n'est pas dans notre monde, parce qu'aujourd'hui, la manipulation, elle est présente quand même. Malheureusement, oui. Alors, je ne crois pas vivre chez les bisounours, dans la mesure où c'est un sujet qui me titille depuis de nombreuses années. Et quand je l'ai proposé à mon éditeur, qui m'a déjà accompagné sur les précédents depuis, et qui m'a dit oui, on aime beaucoup votre idée justement de prendre le contre-pied de ce qui existe déjà. On vous accompagne sur ce projet. Et donc j'ai mis à peu près 4 ans pour l'écrire, et quelques mois pour le rédiger. Et en fait, mon postulat, c'est que justement, en fait, ça me faisait mal au cœur, toi qui suis quand même devenu avec le temps spécialiste des relations humaines, de la communication relationnelle, d'observer que, en particulier, beaucoup d'outils de communication et de l'éloquence étaient utilisés à des fins manipulatoires. Et c'est un sujet qui m'a toujours, depuis longtemps touchée, puisque déjà dans mon mémoire à l'université, j'ai fait un parcours de psychosociologie, et déjà mon mémoire portait sur les comportements manipulatoires et comment y faire face. Voilà. On a chacun notre parcours qui nous guide aussi vers des choses. Hein, et donc, je reste convaincue, il y a quand même 350 pages qui le démontrent, qu'on peut communiquer. Ça ne veut pas dire forcément être d'accord, ça ne veut pas forcément dire prendre l'ascendant sur l'autre. Au contraire, ça veut dire échanger, soyons d'accord pour ne pas être d'accord. C'est d'ailleurs souvent ce que j'ai envie de proposer lorsque je propose des conférences. Si on a tant besoin de manipuler, en fait, il est important de se demander pourquoi, en amont. Ça, c'est le travail qu'on peut faire en amont. Parfois, on peut être amené à manipuler sans se rendre compte que c'est de la manipulation. On en parlera sûrement. Qu'est-ce que c'est que la manipulation exactement? Parce que ce n'est pas juste une définition, il y a plusieurs formats, plusieurs manières de manipuler. Et l'idée, c'est qu'on veut forcément avoir l'ascendant sur l'autre. On veut plier l'autre à notre point de vue. Et c'est ça qui souvent nous amène à vouloir manipuler. En tout cas, moi, je l'ai pour de vrai. Il y a les stéréos, etc. Moi, je bien aimé parce qu'il y a aussi des petits exercices pratiques que tu proposes, des tests, et puis aussi des petites anecdotes, des petites histoires. Tu peux nous expliquer un peu le format de cas en fait, et pourquoi ce côté un peu ludique? En fait, ça, c'est un peu ma patte. J'ai toujours un côté pragmatique. J'avais pas envie d'écrire des livres universitaires. Je respecte les universitaires, mais chacun son métier. Et est-ce que c'est parce que c'est ma casquette d'entrepreneur ou je ne sais pas. En tout cas, j'ai un côté pragmatique et j'aime bien transmettre de façon concrète. Donc, déjà, dès mon premier livre sur l'art de la répartie, j'avais proposé des exercices, des jeux, des contes métaphoriques, des citations, en fait, pour accompagner le lecteur à la fois dans sa lecture, mais aussi dans son raisonnement. C'est une manière, quelque part, aussi de le convaincre du contenu et de le faire progresser surtout. Et ce livre, je suis encore allée plus loin dans cette dynamique-là, en ajoutant en plus le saviez-vous, des références sur des proverbes, des références sur des anecdotes avec certains politiques qui voulaient justement manipuler ou faire croire qu'eux et finalement qui se sont plantés. Voilà, l'idée c'était vraiment, encore une fois, c'est aussi ma casquette de coach à mon avis, hein, qui m'incite à faire ça, d'avoir envie d'accompagner de façon, on ne sait pas le lecteur. Pratico-pratique. Quand le lecteur il achète un livre, on ne sait pas, quand on est auteur en tout cas, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas sa culture, on ne sait pas son vécu, et donc il peut y avoir des gens qui sont touchés par ce sujet et pourtant qui ont des vécus très différents. Et donc, mon postulat, c'est justement de pouvoir, par des exercices, des anecdotes, des contes métaphoriques, et même des analyses de livres et des analyses de discours, pouvoir, quelque part, nourrir intellectuellement et aussi de manière concrète toute forme de lecture. Jusqu'à citer Barack Obama ou Emmanuel Macron, effectivement, dans certaines anecdotes. Des gens qui font de la politique et
ont dû combattre, qui doivent combattre. Oui. On va rentrer dans le vif de la manipulation. Il faut qu'on redonne un peu la définition. Oui. Et de mémoire, dans ton livre, à un moment, tu définis les différentes familles de manipulation. Oui. La manipulation émotionnelle, la manipulation relationnelle, mentale. Et quelles sont un peu les différentes typologies de manipulation? Alors, grosso modo, on peut dire qu'il y a. Alors, après, peut-être pour vous, ce ne sera pas de la manipulation, mais on pourra en parler. En général, il y a des étapes. Tu vois, comme une progression. Et il faut dire quand même que les personnes qui sont amenées à manipuler ne sont pas forcément conscientes qu'elles le font. Parce qu'elles ont une vision du monde et qui fait que certains sont très conscients de ce qu'ils font, mais pas tout le monde. Ça, je tenais à le préciser. D'autre part, donc, si on part du principe que c'est comme un escalier, il y a une progression. On veut rentrer en communication avec quelqu'un et surtout qu'on veut lui faire quelque chose. C'est ça exactement la manipulation. Pardon, excusez-moi. La manipulation, déjà, c'est avoir le projet. C'est ça, parce que ça part d'une intention. Hein. On est d'accord? C'est une intention. L'intention, c'est de faire quelque chose à quelqu'un, mais pas pour son bien à lui, pour notre bénéfice à nous. Le plus souvent, avec les compétences de cette personne, mais pour notre bénéfice à nous. Jusque-là, on est bon? Parce qu'à un moment donné, j'ai entendu parler de manipulation positive. Moi, personnellement, ça me donne un peu le... Ça me fait hérisser le poil parce que... Enfin, après, chacun, encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Hein. On peut très faire passer un message à quelqu'un, pour son bien également. Oui. C'est ce qu'il fait quand même. Hein. Oui, faire passer un message. N'importe qui. Oui. Ouais, bon. S'il voit quelque chose qui reçoit ses besoins, ses motivations. Ah, ça, c'est pas de la manipulation. On fait de l'influence. Je suis désolée. Non, non. Le bon vendeur, justement, il va suffisamment poser des questions. T'as le bon définition, en fait. Hein. Pour moi, un bon vendeur, c'est celui qui répond à un besoin de son client. Un mauvais vendeur, enfin un mauvais, je mets des guillemets, pardon, hein. Quelqu'un qui va justement manipuler, c'est quelqu'un qui va vouloir vendre quelque chose absolument, je te vends ce stylo, en fait je m'en fiche que tu en aies besoin ou pas. Moi ce qui m'importe c'est d'augmenter mon quota de vente, donc je te le vends, je vais me débrouiller par tous les moyens pour te le vendre. Ça n'existe pas sur le vendeur. Ça existe. Ça n'existe pas sur le vendeur. Bien sûr que si. Oh, c'est impossible. Dans un monde idéal, non. Possible. Mais je t'assure, ça marche. Mais tu le sais très bien que ça existe. Et donc, souvent, ça commence par de la flatterie. C'est une étape. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui flattent sont des manipulateurs. Attention, c'est pas ce que. Hein, c'est juste que ça peut être une étape. Flatterie. Et encore une fois, c'est là où nous, il est important qu'on soit conscient de l'intention de la personne. On peut très bien faire des compliments sans pour autant qu'on ait une arrière-pensée. On est d'accord avec ça. Il y a des gens sincères. Et après, voilà, c'est là où il est intéressant d'être conscient et de développer un certain discernement dans la relation à l'autre. Et de... Quand il y a une certaine proximité, une certaine accumulation de compliments ou de flatteries ou d'encouragements ou je ne sais quoi, on peut à un moment donné se déclencher. Je vous invite à devoir d'ailleurs déclencher une espèce de système d'alarme là. Ah, il y a un truc. Parce que souvent on n'écoute pas ça quand on l'a. C'est proche de manipulation. Perversion, parce qu'il faut les émotions, c'est comme ça. Ben, en fait, il y a plusieurs biais. Et les émotions, c'est pour ça qu'on pense, on parle aussi, peut-être on y viendra plus tard, d'influence aujourd'hui, voire d'influenceurs, ce qui est aussi pour moi aberrant, mais voilà. Quelle est justement la différence entre influencer et manipuler? Il faut faire un lien aussi avec les influenceurs, parce que les influenceurs, c'est à la mode. Oui. Et est-ce qu'ils influencent ou ils manipulent? Alors aujourd'hui, on est dans une société quand même assez complexe et paradoxale. L'influenceur, il est rémunéré, enfin, c'est un vendeur dans l'absolu, parce qu'il est rémunéré par les marques pour parler des marques. Et il parle de moi, c'est ça. Excuse-moi, j'ai mis quelques secondes, mais j'y étais pas du tout. Pardon. Il s'appelle Thierry Marc. Voilà, ça c'est fait. Voilà. C'est bon, mais c'est bien ça. Ils sont payés. Ils sont payés, ils sont rémunérés. C'est pas parce que.
C'est comme un artiste qui va faire une publicité pour des pâtes ou pour je ne sais quoi, ou pour des brioches, une personnalité connue, il est rémunéré pour ça. Donc, évidemment, la marque, elle souhaite qu'il influence l'achat. Mais là où c'est paradoxal, c'est que on accorde aujourd'hui beaucoup d'intérêt et de crédit, surtout à des personnes qui sont dites, définies par elles-mêmes ou par d'autres influenceurs, et on confond en fait la popularité, voire le populisme, avec la compétence. On peut très bien trouver aujourd'hui des influenceurs qui parlent de nutrition, etc., et qui n'ont pas forcément de formation pour ça. Elle a la compétence d'attirer plein de followers, et elle a la compétence de trouver le sujet de fond. C'est là, exactement. Et c'est là où, pour moi, c'est mon humble avis, être rémunéré pour parler d'une marque, on n'est pas sur la compétence, une compétence spécifique de fond. Et c'est là où il faut être très prudent, parce qu'en plus, tout le marketing digital construit aussi sur ça. Vous avez tout vu, vous allez voir certaines applis, après, vous avez sans arrêt des pop-up, ou plus que 2 minutes, ou attention, et puis après, il y a la référence qu'on appelle la référence sociale. 10 000 personnes l'ont déjà acheté, donc et tu te sens un peu con si tu l'achètes pas. Il est dans mon bureau le matin, il me dit est-ce que tu vois, il a vu que la Terre est plate. Cette personne vient me voir, elle me dit que la Terre est plate. Ah, la Terre est plate. Et elle m'a expliqué par A plus B des systèmes d'influenceurs, effectivement, sur Internet. J'ai vérifié, elle a été tombée sur des reportages qui s'apparentaient à des reportages scientifiques, c'était bien fait, etc. Alors c'était marketé, etc. Là, on est dans la manipulation d'image. Ah oui. Et je n'ai même pas réussi à la convaincre que la Terre n'était pas plate. Mais voilà, elle était tellement entrée dans une espèce de tunnel de croyance. Et là, là, on est vraiment dans la manipulation, faite par des influenceurs, souvent. Et pourquoi ça marche? Parce que je voudrais parler des biais cognitifs. Vous avez peut-être entendu parler des biais cognitifs. Et les biais cognitifs, en fait, agissent dans notre cerveau comme des filtres. Et là, en fait, souvent, ce qu'on entend sur Internet est programmé, tous les algorithmes, etc., ils sont programmés pour jouer avec ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on met un certain temps à se faire une opinion. Il y a d'autres biais qui viennent en place, mais comme cette personne, par exemple, elle a dû sans doute regarder beaucoup de vidéos, écouter plein de reportages, mais une fois qu'on se fait notre avis, en fait, il y a un renforcement qui se fait avec, justement, ça y est, donc c'est plus possible que tu me fasses changer d'avis, en fait. Et d'ailleurs, tous les algorithmes, Facebook et plein d'autres, sont construits, et on appelle ça la zone, pour nous cultiver dans notre zone de confort, en fait. Mais de confort, pas confort physique, de confort mental et intellectuel. Parce que si sans arrêt, je suis autour de gens qui pensent comme moi, je ne remettrai pas en question mon point de vue. Et donc, je vais continuer à aller sur les réseaux, je vais continuer. Et c'est ça le but du réseau, c'est que tout le monde continue à l'utiliser, en fait. N'hésitez pas s'il y a des questions pour qu'il y ait un échange oui, bien sûr. De la conversation. On va terminer avant de parler un peu d'art de convaincre, parce que c'est pas manipuler, mais aussi d'art de convaincre. Je vais terminer sur cette histoire de digital. J'ai la personne, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Est-ce que, avec l'IA, est-ce que ça change les règles du jeu pour convaincre? Et tu nous expliqueras après les bases de convaincre, hein, l'émotion, l'authenticité, etc. Est-ce que l'IA, ça évoque tout ça finalement? L'IA. On peut convaincre facilement sans manipuler avec l'IA. C'est un outil magnifique. C'est un très bel outil. Après, c'est à nous de faire attention comment s'en sert. Et est-ce que c'est pas déjà l'algorithme de l'IA qui commence à nous manipuler, nous, en fait? Est-ce que ça commence pas par là? C'est une question, hein, j'affirme rien. Mais pour moi, c'est vraiment un outil extraordinaire. Ça va être juste la manière dont on va s'en servir sur laquelle il va falloir être prudent. L'art de convaincre avec éthique. Oui. Définis-nous un peu, c'est quoi, c'est comment
Alors déjà, est-ce que tout le monde est OK avec le fait de définition convaincre et persuader? Vous voulez que je rafraîchisse un peu les... Pardon? Rafraîchissez. En fait, on va partir du principe que convaincre, on est plus sur quelque chose de rationnel, d'analytique, factuel, donc avec des arguments notamment. Persuader, là, c'est vraiment de la subtilité dans les mots, d'accord? Et en revanche, par rapport à persuader, on est beaucoup plus sur quelque chose d'émotionnel. Et Cicéron déjà disait, son trépied à lui, c'était plaire, émouvoir et convaincre. Pour lui, c'était le socle de tout orateur, mais aussi locuteur. J'aime bien ce mot locuteur parce que souvent on croit que convaincre, c'est forcément un public. Ben, en fait, on peut aussi avoir besoin de convaincre une seule personne, en fait. Donc là, on n'est pas un orateur, dans ces cas-là, on est un... Voilà. Et donc, on va s'y prendre de manière différente. Et la base qui reste quand même indémodable, c'est notre cher et grand Aristote, qui, avec ses fondements de la rhétorique, logos, pathos et ethos, je définis aussi. Oui. Exprimez-vous. On est dans l'échange là. Et en fait, pour Aristote, et honnêtement, on le voit toujours encore aujourd'hui, on n'a pas fait mieux. C'est la base pour à la fois convaincre et persuader, je dirais. Il y a l'éthos, donc qui a donné le mot éthique, et tout ce qui concerne le locuteur ou l'orateur en tant que personne, sa réputation, sa crédibilité, ses valeurs, sa façon de voir les choses, son éthique. Donc, il y a Logos, qui a donné le mot logique. Il a pour le coup tout ce qui est rationnel, donc argumenté, plus souvent. Et puis, il me manque le pathos, qui est l'émotion, enfin les émotions. Voilà, donc tout. Et dans mon livre, j'ai pris justement quelques discours pour montrer, notamment Martin Luther King avec I Have a Dream et d'autres, pour voir que finalement, toutes sortes de discours, toutes sortes de propos aujourd'hui encore, est construit avec ce trépied-là. Et après, il y a, moi j'aime bien faire la nuance entre la rhétorique et l'éloquence. Si on a une certaine éloquence, c'est-à-dire une capacité à mettre du ton, du silence, une articulation, une intonation, ben, ce qu'on a à dire, à ce moment-là, est encore plus pertinent et convaincant puisqu'on allie à la fois le fond et la forme. Et c'est ça aujourd'hui qui fait... La forme. Bien comparé, pour voir le fond. Oui. Le fond, la forme, c'est l'éloquence. Oui. Est-ce que c'est le charisme aussi? Alors, oui, mais on est juste en l'air, le charisme, on y reviendra. Mais je tiens à dire quand même qu'il y a eu des dérives, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, concernant l'éloquence, qui est en vrai quelque chose pour moi extraordinaire. Alors, je pense que mes 20 ans de comédienne professionnelle, ils ne sont pas pour rien, mais la manière de mettre en mots est extraordinaire. Mais si tu n'as pas le fond, là, pour le coup, c'est juste de l'esbrouf, en fait, comme on dit en occitan. C'est juste de la poudre aux yeux. Et être un bon orateur, c'est-à-dire savoir bien dire juste pour le plaisir de bien dire, là, pour le coup, il y a des risques de manipulation, en fait. Il faut avoir une très bonne éloquence, avoir de la forme, et finalement manipuler quand même. Oui, et puis on voit bien qu'il y a des gens, finalement, qui n'ont pas. On voit avec les politiques, je ne citerai personne parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de dérive, mais on voit bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément, je reviens, le charisme ou d'éloquence, mais qui ont du fond dans leurs propos, même au quotidien, on le voit. Hein. Par contre, ceux qui ont l'énorme assurance, qui peut se traduire par charisme, et qui finalement, il n'y a aucun fond, en fait, il n'y a rien. C'est creux. Bon, après, il y en a qui n'ont rien du tout. Et il y en a qui ont les deux. Et c'est le but, selon modestement, il me semble que c'est le but ultime d'avoir les deux. Mais de ne pas viser à la lune, de commencer par un pas après l'autre, c'est d'à la fois maîtriser du fond
alors avec une compétence, une expertise ou quelque chose, en fait, qu'on maîtrise, et savoir bien le dire. Et c'est là aussi où on va d'autant plus impacter, me semble-t-il, le message va encore plus reçu par celui qui l'entend. Je pense pas mal. En plus, dans le manque de vocabulaire, enfin, je pense que pour convaincre, il faut déjà aussi avoir du vocabulaire pour employer le mot juste. Mais pas simplement du vocabulaire compliqué, parce que certains pensent qu'en donnant des mots savants, des mots compliqués, on va paraître plus semblable orateur. Je pense que le bon orateur, justement, c'est celui qui va savoir employer des mots simples, des mots justes, à la portée de tous. Et actuellement, ça devient indispensable parce que je crois qu'il y a de moins en moins de gens qui ont du vocabulaire et de moins en moins de gens. Et je ne peux pas te contredire. C'est souvent ce qui manque aujourd'hui. Et il y a eu beaucoup d'expériences d'ailleurs et d'analyses qui ont montré que nos émotions prennent le dessus quand justement on n'a pas les mots à n'importe quel âge. Par exemple, déjà à 2 ans, vous avez peut-être entendu parler du fameux Terrible 2, une parenthèse, en déplaise, on est au MEDEF, mais on peut parler du privé aussi. Par exemple, l'enfant, et ça j'aborde aussi ça dans mon ouvrage, il n'a pas encore accès, c'est ça qu'on appelle ça le Terrible 2, il n'a pas encore accès aux mots, pas totalement, c'est aux alentours de 2 ans en général, mais il a des envies, et comme il n'arrive pas à le dire, eh ben, en fait, il tape. Ça sort par la violence. Et parfois, il peut arriver que les adultes lui disent avec violence qu'il ne faut pas faire ça. Donc là, c'est là pour moi où il y a un paradoxe. Donc il est important d'expliquer, d'apprendre et de transmettre justement la mise en mots, de prendre le temps à chacun. Et comment on transmet aujourd'hui, vu que la lecture est en souffrance, comment on acquiert le vocabulaire à tous les âges, hein, parce que ça, c'est une vraie question. Parce que est-ce qu'on acquiert du vocabulaire quand on regarde une vidéo de la même manière que quand on lit un livre, a fortiori la littérature de qualité? Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre. En tout cas, ça ne marche pas dans les mêmes zones dans notre cerveau. Les apprentissages ne se font pas de la même manière. Donc là, c'est un vrai sujet. Parce que justement, est-ce que c'est pas pour ça aussi, mais là c'est vraiment une question ouverte que je pose, j'ai aucune réponse, hein. Cette propagation que nous vivons de la violence, est-ce qu'elle n'est pas en lien avec justement, parce que déjà Thomas Gordon dans les années 60 avait montré et démontré que quand un adulte, enfin un être humain manque de mots, il en vient aux mains en fait. Voilà, c'est parce qu'il est saturé par ses émotions, en gros, par la colère ou par peu importe, c'est ça, une forte peur qui se transforme en colère et qui fait que ça engendre de la violence. Donc, est-ce qu'on est d'accord, hein, on voit quand même une recrudescence, en tout cas un développement de la violence pour agressivité, les relations ne vont pas bien, les gens ne vont pas bien dans leurs relations, on a du mal à communiquer entre nous. Bon, alors, est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il me semble que la question mérite d'être posée. Ouais. En fait, il y a un accomplissement du langage chez les élèves, l'enseignante. Je vais finir ma carrière. Donc, depuis ma carrière, je me suis rendu compte que les consignes les plus basiques, aujourd'hui, n'étaient pas comprises. Donc, il y a effectivement un éventail de vocabulaire très réduit. Et du coup, on peut convaincre un élève plus facilement s'il ne comprend pas ce qu'on dit. Et évidemment, si on emploie des tournures ou des phrases, alors par exemple, un exercice qu'on peut faire, que j'ai fait, c'est montrer une photo, donner un commentaire de cette photo en la détaillant, et 10 minutes après, reprendre la même photo avec une autre légende qui peut convenir tout à fait à la photo. Les élèves, mais là, tout à l'heure, vous nous avez dit ça. Donc, c'est vrai ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Et là, j'ai dit, est-ce que ça ne correspond pas à la photo? Alors, quelle est la vraie interprétation? Voilà. C'est intéressant parce que en faisant ça, tu développes leur esprit critique aussi. C'est le but, hein. Et donc, de ne pas gober. Et comme c'est oui, parce que l'autorité, oui. Une autorité qui se fait. Oui. Ça s'appelle c'est le biais d'autorité. Voilà. Le biais d'autorité, le biais de prestige. C'est-à-dire qu'on, même nous, adultes, on va partir du principe que quelqu'un qui a une certaine prestige, un titre, un grade, une reconnaissance en tout cas,
ben il va forcément avoir raison. Et d'ailleurs, on le retrouve ça au sein des entreprises, et parfois ça biaise de la communication. Dans la continuité de ce qu'il faut de fond, de forme et d'essence et de charisme, page 134, je lis, hein, il y a des moments où le silence est plus long que le discours. L'éloquence ne réside pas seulement dans les mots, et elle est présente aussi dans le poids de ce que l'on choisit de nous bâtir. On peut commenter cette histoire de silence. Est-ce que c'est aussi convaincre, c'est aussi de rien dire? Oui, mais dans un certain contexte. C'est-à-dire que, bien sûr, si on ne dit rien, ça ne suffira pas pour convaincre. Mais à un moment donné, de manière générale sur l'éloquence, et pour convaincre en particulier, il est bon de savoir mettre des silences dans ce qu'on dit. Un silence d'étonnement. Ça peut être un silence d'étonnement, mais aussi ce qui est important, c'est que quand on communique, on n'est pas seul. Un silence de peur. On est au moins deux, et si on met des temps, des silences, ben en fait, ça permet vraiment que le cerveau de l'autre ait le temps d'assimiler ce qu'on vient de dire aussi. C'est une sorte d'impact aussi. Tu vois, et sans compter que si on parle par exemple d'un public, le public respire avec l'orateur. Ça, c'est quelque chose d'organique. Pareil avec les comédiens. C'est pour ça que des fois, il y en a qui jouent là-dessus dans une mise en scène. On fait des mises en scène très très rythmées pour que justement, dans tous les théâtres contemporains, vous l'avez peut-être vu, notamment à certains spectacles à Avignon. C'est pour ça que parfois le public, il est aussi essoufflé ou en apnée, ou on sent des trucs bizarres parce qu'en fait, ça joue avec ça. Quelque chose de très organique. Et donc, si, à contrario, en temps de poser, mais des silences, exactement comme je suis en train de le faire là, ça laisse le temps au cerveau de celui qui écoute, de ceux qui écoutent, de laisser venir, en fait, tu vois, et de prendre la pleine mesure de tout ce qui vient d'être dit. Sur tes conseils, l'éloquence, c'est rythmé, faire des pauses dans le silence et s'adapter aussi au public, que la respiration de l'orateur, oui, ensemble vers la respiration oui. C'est ça aussi convaincre. Oui, pour moi, oui. C'est pour ça que déjà, en général, quand je fais mes conférences, je suis debout et je me déplace. Ben oui, là, ça commence à me D'ailleurs, ça commence à me démanger. Est-ce que, on parle toujours du fond et de la forme gestuelle, pour convaincre, ça compte aussi. Une personne qui va rester statique comme ça va moins convaincre qu'une personne qui va se déplacer, etc. Alors, et que ça compte. Excusez-moi, je ne veux pas faire toujours une réponse, mais c'est une sorte de contexte. Tu vois, si on assiste à une conférence où l'intervenant va devoir expliquer des choses par rapport à ce qui est écrit à une formation sur Excel, par exemple, ou une conférence sur Excel. Passionnant. Passionnant. Mais ça, on trépigne tous y assister au moins une fois dans sa vie. Ben, c'est pas gênant qu'il reste derrière son ordi et qu'il ne soit pas une bête de scène. Ça serait curieux de le voir expliquer comme ça. Oui, alors, bon, vous voyez le tableau, là, le machin. Voilà, ça serait surprenant. Donc, c'est une sorte de contexte. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est une histoire aussi d'incarnation. Si on veut, ça, trop souvent, je trouve en entreprise, on ne trouve pas assez une vraie animation de réunion. Souvent, celui qui anime la réunion, ceux qui animent la réunion restent assis, parlent, blablabla, c'est mou, c'est lent, c'est pas très motivateur. Donc l'idée, c'est qu'évidemment, il y a quand même du fond. Mais si on peut mettre aussi un peu de forme, avec un peu de dynamique, on se déplace, tout le monde se sent un peu plus concerné, ça met de l'énergie, et ça vient chercher l'énergie aussi chez les participants. Je pense pas que chefs d'entreprise peuvent convaincre leurs salariés, leurs clients, leurs banquiers, leurs partenaires. Donc ils fréquentent aussi les chefs d'entreprise. C'est quoi l'erreur la plus fréquente que ces chefs d'entreprise font quand ils essaient de convaincre? Et là, on revient un petit peu au début, la marge entre convaincre, influencer et manipuler. Alors, ce que je vais répondre, ce n'est pas forcément propre aux chefs d'entreprise, oui. Mais je trouve que c'est une croyance erronée qu'on a en France, qui est très franco-française, c'est faire passer mon message, je vais tout écrire. Et je vais me contenter de le lire, me contenter. Parce que ça me rassure, je vais lire ce que j'ai prévu. Et ça, dans l'absolu, c'est peut-être même le contraire de convaincre. Parce que souvent, j'appelle ça par les faux. Alors maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 3.
L'étape numéro 3, vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. J'exagère un peu, hein. Mais vous voyez, en fait, ça sonne faux. C'est parce qu'en fait, c'est lu, la plupart du temps, les gens ne sont pas à l'aise, parce que c'est pas dans notre culture, on ne nous apprend pas à être à l'aise en public. Bien au contraire, très tôt à l'école, c'est tais-toi, parle pas trop fort, on se moque de toi si tu dis des bêtises. Donc on n'est pas dans cette culture de la bienveillance, de nous encourager à prendre la parole en public. Et donc à tout âge, après, ben, ça reste, ça crée des stigmates, et on a tous une tension. Et moi, pendant très longtemps, chaque fois que j'avais prise de parole sur scène, j'avais une trouille monstre. C'était très organique, je ne donnais pas les détails. Mais après, ça, avec l'expérience, ça s'est un peu passé. C'était que pour les premières, ce qui s'avère en plus que j'avais aussi souvent fait la mise en scène, donc je me mettais double challenge. Et l'idée, c'est que. Alors, c'est important d'avoir une petite appréhension, hein. C'est normal, parce que sinon, ça veut dire qu'on considère que c'est acquis, on ne se remet pas en question, c'est pas ça non plus le but. Mais il est important, je crois, s'il y a un conseil à retenir d'aujourd'hui, de cette conférence, c'est préparer. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Préparer, ça ne veut pas dire rédiger. On rédige quand on veut publier. Mais quand on le fait pour soi, il y a une manière de le travailler. Et après, quelque part, en absolu, on l'oublie pour que justement, on reste dans quelque chose d'incarné. Sinon, c'est très théorique et tout le monde s'ennuie. Et en plus, l'orateur, il voit que le public n'a pas l'air passionné. C'est là il y a des indices, c'est qu'on commence à papoter entre nous, quand on sort le téléphone. Non, ça va pas. Mais heureusement. Mais tu vois, qu'avec les on commence à sortir les téléphones ou les ordi, ou bon, ça c'est en réunion professionnelle. Là, en général, il y a des indices. Et là, plus l'orateur va se liquéfier par rapport au public, plus le public va avancer. Ben, bref, c'est le cercle vicieux. Et l'idée, c'est de préparer, oui, mais pas forcément en rédigeant. C'est-à-dire rassembler ses idées sur le thème qu'on veut aborder, éventuellement anticiper des contradictions ou des. Pas. Si on connaît son public, on sait à peu près ce qu'il risque de dire. Et après, garder une certaine flexibilité. Mais ça s'apprend. C'est sûr que c'est pas simple. Oui, par rapport à ce que tu fais, livre, tu parles aussi à un moment, l'art de convaincre, c'est aussi l'art du narratif. Oui. Moi, tu appelles la storytelling. Hein, donc, est-ce que pour convaincre, il faut aussi raconter une histoire? Est-ce que ça aide à convaincre? Et là où est la frontière entre convaincre et manipuler? Parce que si on raconte une histoire, on peut raconter aussi on peut biaiser aussi. Mais en fait, tu sais, raconter des histoires, ça existe depuis la nuit des temps. C'est les conteurs. D'accord? On est tous. En Afrique, les conteurs. Voilà. Bien les tribus, déjà, les préhistoires, on était autour d'un feu, a priori, et avec un vocabulaire assez limité, mais en tout cas, il y avait des moments d'échange. D'accord? On était sur cette. On racontait la journée, a priori, hein, parce qu'on avait la chasse, machin, ce qui était resté. Et ça, notre cerveau d'humain est fichu comme ça. Il aime les histoires, il en a besoin. Et c'est là où le marketing est venu, dans les années 70 à peu près, appeler ça du storytelling, c'est-à-dire comment je peux raconter une histoire la mieux possible pour vendre mieux. C'est pas forcément une mauvaise intention. Parce qu'a priori, une entreprise, de dire si elle ne vend pas, elle est la clé sous la porte, donc il faut bien qu'elle puisse se développer. C'est après, en fait, à quel point on est sur quelque chose de vrai et à quel point on est sur quelque chose d'erroné ou de faux semblant. Je ne sais pas si je suis claire. Peut-être si la personne n'est pas vraie à l'intérieur, on ne peut pas vendre un produit qu'on sait que ce produit n'est pas bon. Ça, il y en a qui le font. Mais là, pour le coup, on n'est pas très éthique. À l'intérieur, on sera d'autant plus convaincant parce qu'on est nous-mêmes convaincus. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui activent les leviers de responsables, d'écologiques, etc. Parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Il n'y a pas que le produit, il y a l'intention aussi d'offrir quelque chose de positif à la personne en face. C'est l'éthique, il y a aussi ça. Exactement. Et je pense que pour convaincre, le plus important, c'est d'écouter l'autre. Alors, c'est déjà une étape. C'est sûr que c'est déjà ça. Si on n'écoute pas, c'est très juste ce que vous dites, et merci de le préciser. Que
souvent je le dis, en fait, déjà, quand on écoute quelqu'un, il y a déjà énormément de choses dans ce qu'il dit. Il n'y a plus qu'à se servir, finalement. C'est comme ça qu'on le connaît, c'est comme ça qu'on comprend ses peurs, ses freins, ses potentielles limites. Et c'est là aussi où on peut le rassurer. Est-ce que quelque part, convaincre, c'est pas rassurer aussi? Je crois qu'on peut se poser la question. Il me semble qu'il y a deux aspects possibles. Convaincre, c'est soit en fonction des personnes, selon leurs besoins, soit rassurer, soit stimuler. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'être rassurées. Il y a plein qui ont besoin d'être challengées, stimulées, voire bousculées. C'est pour ça que c'est important de se connaître, de connaître aussi nos collaborateurs dans le cadre d'une entreprise, ou nos amis, ou parfois, voilà, rassurer, c'est aussi canaliser. Voilà, temporiser, exactement. Et ça, c'est important. C'est une manière aussi de convaincre, de tenir compte de l'autre. Effectivement, ça passe par l'écoute. L'écoute, l'observation, c'est une forme d'écoute aussi. Hein. C'est essentiel. Pour écouter, il faut poser des questions. Oui. Pour la table, c'est poser des questions. Oui. Enquêter. Et faire comme notre cher et grand ami Socrate, pratiquer la maïeutique. Ça, on n'a pas fait mieux non plus aujourd'hui. C'est-à-dire que la maïeutique, la définition, quand même, le plus souvent donnée, qui est intéressante, c'est par une série de questions. Alors, c'est Socrate lui-même qui dit ça. Par une série de questions, on amène notre disciple à sa propre conclusion. Alors, aujourd'hui, bien sûr, ce terme de disciple n'est plus d'actualité, mais on peut mettre notre interlocuteur à la place. C'est ça qui est intéressant. C'est par une série de questions, on l'amène à sa propre conclusion. C'est pas je l'amène à gober ce que je lui dis. Vous voyez la nuance? Donc, merci Florian, tu as raison, c'est exactement ça aussi. Et donc, en posant des questions, je m'intéresse à l'autre. Si je ne m'intéresse pas à l'autre, ni je l'écoute, ni je lui pose des questions. Voilà. Et quel est mon bénéfice de m'intéresser à l'autre? Ben, c'est justement de créer une relation finalement échange, une relation vraie, équitable, équilibrée, assertive, qui est beaucoup plus pérenne et plus intéressante que juste je prends l'ascendant sur toi et tu fais ce que je veux et c'est tout ce qui m'intéresse. Le manipulateur est un très bon observateur, il rentre en contact avec la personne, en suivant ce qu'il est. C'est aussi à l'autre personne. C'est aussi, ça peut aller loin dans. Ce que je commençais à dire tout à l'heure, finalement, je n'ai pas fini. Je commençais à dire la flatterie. Donc, l'étape d'après, ou en parallèle, c'est ce qu'on peut appeler la séduction. La séduction, pas forcément pour une relation sentimentale. On parle de séduction. Bonjour. Vous allez bien? Désolée, vous allez. Là, on est dans quelque chose d'un peu. On n'est pas dans la sympathie, on est dans les séductions. Vous voyez, des fois, le curseur, il est. C'est pas énorme, la différence. Mais c'est pour ça que c'est là à nous d'être attentifs. Et si le vrai manipulateur qui a une intention par exemple, si j'ai l'intention de me servir de toi, de tes compétences, de tes connaissances à des fins personnelles, que la flatterie, ça ne marche pas, que la séduction, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que vous avez repéré déjà l'étape d'après, la colère? Ça engendre quoi, la colère? La menace, c'est l'intimidation. L'intimidation des failles de l'autre. Eh bien alors, c'est l'intimidation. C'est là qu'elle vient. Et l'intimidation, ça peut être de la menace, de la culpabilisation, du chantage affectif. Enfin, toutes les petites faits. L'idée, c'est ça. Et donc, on appuie là où ça fait mal pour justement, jusqu'à dire, mais tu sais que si je te fais du mal, c'est parce que c'est pour ton bien. Voilà, on peut aller jusque-là. Ça, c'est dans des relations particulières. Les relations particulières. Voilà, là, on arrive sur la balance. Mais je fais juste cette parenthèse parce qu'on en parle tellement aujourd'hui qu'on est devenu. Il y a à peu près aujourd'hui 1% de la population qui a priori, mais on en parle comme si tous les manipulateurs. Ça, c'est important. C'est important, je voulais le préciser parce que j'en parle souvent. Attention, tous les manipulateurs ne sont pas des pervers narcissiques. Attention. C'est essentiel. D'accord? Oui, il y en a, mais on peut être. Par exemple, il y a des personnalités. En fonction de ce qu'on vit, je schématise parce que. En fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, on développe des personnalités. Ça, c'est intéressant parce qu'on est tous différents. Mais en fonction de nos personnalités, on peut être amené à manipuler ou pas. Il y a des personnalités qui ne manipuleront jamais de leur vie parce que c'est pas du tout dans leur mindset, c'est pas dans leur. Sans faire exprès. Non, c'est l'éthique.
C'est pas Si tu as des valeurs, tu ne peux pas manipuler. manipulation involontaire. Est-ce que, alors là, Manipulation involontaire. il y a matière à débattre. Moi, je pense que si on a des valeurs fortes au fond de soi, c'est pas possible. Il y a matière à débattre. C'est pas qu'une histoire de valeur. Moi, je pense que c'est pas C'est une histoire de- Moi, dans mon j'écris des équipes, des projets, de temps en temps, quand j'ai lu ton livre, moi, des fois, je me suis dit, bah, tiens, peut-être que là, je pense, je suis pas un pervers narcissique. Non, non, Et effectivement, parce que tu as un défaut d'éloquence ou parce que tu n'as pas mis justement l'équilibre entre le fond et la forme, et finalement, tu n'as pas visé l'objectif que tu t'étais fixé, c'est une manipulation involontaire. Exactement, ça peut arriver. Ça ne t'empêche pas d'avoir tes Par valeurs, exemple- c'est vraiment, j'ai pas fait exprès, quoi. Là où je me permets de rebondir, mais c'est intéressant, hein, soyons d'accord ou pas être d'accord, mais après l'idée c'est d'étayer. C'est ma phrase, je ne sais pas. Je l'ai dit avant que vous arriviez tout à l'heure. L'idée c'est qu'il y a un petit peu quand même, non pas vous convaincre, mais qu'on échange dans le débat. Je suis là pour ça tombe bien. Parce que, par exemple, quand on est parents, on a qui n'a pas fait de chantage affectif à son enfant? Je n'ai pas prononcé le mot pour l'instant. Qui n'a jamais dit du chantage affectif à ses enfants? Si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Tout le monde l'a fait. C'est pas de la négociation, ça. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir qu'est-ce qu'on met derrière ce mot de manipulation. C'est pour ça que si on imagine qu'il n'y a que le pervers narcissique qui manipule, ben, il peut se passer 10 milliards de choses, on est tranquille, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En revanche, si on est un peu plus fin dans l'analyse et qu'on réfléchit vraiment qu'est-ce que c'est, ben en fait, c'est pas pour autant qu'on fait exprès quand on est parents. On n'est pas des manipulateurs volontaires. Mais des fois, on en a fait d'autres, comme on dit en anglais, ça fait qu'on n'en peut plus. Et on impose, mais on n'impose pas quelque chose de franc en disant mais non, ça suffit. Et on le fait pour le bien de l'autre. Mais oui, c'est un peu pour notre bien aussi. Un peu pour notre bien aussi en disant mais écoute, si tu fais pas ça maintenant, tu seras privé de sortie ou je sais pas quoi. On revient sur l'intention. Voilà, on revient sur l'intention. C'est ça. Donc, c'est pour ça que finalement, c'est un sujet passionnant, mais soyons attentifs à ne pas prendre des conclusions trop rapides, des prompts à dire, mais non, ça c'est la manipulation, ça n'en est pas. Parce que les frontières, elles sont. Encore une fois, on revient à cette histoire de contexte et d'intention. On peut avoir des intentions pures, mais le contexte fait que, on est fatigué, on n'en peut plus, le petit il est fatigué aussi, donc il a certains comportements, ou même le plus grand. Hein. Ça peut être dans le couple aussi. Ah, ma chérie, j'ai envie d'aller avec toi au Baléares. Ah, mais moi, je préfère aller aux Seychelles. Ah, tarif. Bref, voilà. Comment on construit ça? Comment... Là, pour le coup, on peut négocier. Mais on peut négocier quand on est deux personnes en conscience. Si on n'est pas deux personnes au même niveau, c'est pas forcément la négociation. Alors, justement, parce que depuis tout à l'heure, je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis. Et ma question, maintenant, elle est l'art de convaincre ça. Et, ok. Est-ce qu'en réalité, on a peut-être besoin de savoir déceler si la manipulation, parce que pour moi, il est tout le temps de la négociation, ça tous les jours, ça va pareil, ça. Non, mais tous les jours, on est face à des situations, oui, où vous parliez tout à l'heure de la perte de vocabulaire, vous parliez de la perte de prise de recul. J'ai deux filles aussi, une de 18, une de 10, donc je suis en train de vous dire. Est-ce qu'en réalité, on n'a pas besoin de connaître les bases pour se dire, bon, je suis face à une négociation ou manipulation, mais la manipulation, cette intention, je peux en prendre du bien, mais je fais attention, est-ce qu'on n'a pas, c'est pas clair du tout ce que je raconte, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt en tant que personne à avoir des clés pour comprendre ça et pour essayer aussi, quand ça nous arrive vers nous, parce que là, on parle d'être orateur, on parle de convaincre, on parle d'aller vers l'autre, mais en réalité, on est beaucoup plus souvent les récepteurs, les locuteurs, les orateurs. Pas tout bon des conversations. Oui, vous voyez l'idée en fait. C'est très clair et je suis absolument convaincue par ce que vous dites. C'est pour ça que j'écris des livres pour propager mes convictions. D'accord, c'est ça en fait. Vous voyez ce sens-là. C'est parce qu'aujourd'hui, dans notre éducation et dans notre culture, en tout cas en France, on n'est pas du tout aguerri à tout ça. Et en même temps, il y a plein de gens qui ont fait des choses atroces sous prétexte qu'ils avaient des bonnes intentions. Donc c'est là aussi où l'histoire,
C'est pour ça qu'il est intéressant d'enseigner, de continuer à enseigner l'histoire de l'humanité à l'école, parce que le but, on s'en sert beaucoup, mais le but, c'est d'éviter de reproduire des erreurs déjà faites. Malheureusement, je ne suis pas sûre qu'on s'en serve. Mais encore une fois, ça fait déjà 2 fois depuis qu'on s'est rencontrés là que j'ai dit soyons d'accord pour ne pas être d'accord. C'est pas une formule de style pour faire une pirouette. C'est vraiment, moi j'ai juste les humbles convictions de mon parcours, de mon envie de transmettre, de ce que j'ai vécu, observé, appris. Et il y a des choses que je vois qui sont souvent pas prises en compte. Et c'est pour ça que je me dis non, là, il faut aider les gens, quoi. Et bon, autant que possible, et en toute bienveillance et en toute humilité, je dis ça, j'ai aucune prétention, hein, mais voilà. Et après, si des thèmes qui résonnent, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'aimais bien le côté pratique, et en fait, parce que c'est un peu comme un guide. Voilà. Et oui, j'ai même un chapitre, je crois que c'est le 4, qui s'appelle Faire face aux différentes techniques manipulatoires et comment y faire face, comment les éviter. Justement, pour ne pas forcément pour que chacun devienne manipulateur, mais pour que justement on puisse se prémunir de les repérer, ces techniques-là. Et hop là, mais, là il y a un truc. Alors le but, c'est pas non plus de devenir paranoïaque. C'est pour ça que c'est pas facile, hein. Tu parlais d'intention tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir manipulation inconsciente, c'est-à-dire sans intention? Parce que on peut très bien, connaissant la personne, en étant sûr de soi, etc., vouloir exprimer, exposer quelque chose, et arriver à essayer de la faire se retourner sur sa propre pensée, vraiment, pour ton bien, toujours pareil, pour ton bien, parce que, mais en toute bienveillance, et je pense qu'on peut arriver à être manipulateur inconscient. Oui, mais là, voilà, ça rejoint à la fois le contexte et l'intention. Pour moi, c'est les 2 jambes avec lesquelles il est important qu'on apprenne à marcher. Intention et contexte. C'est-à-dire que si tu es le tuteur d'un toxico, d'un ancien toxico qui veut s'arrêter et qui, toi, tu es son parrain, comme on appelle dans les associations, et que tu ne vas pas l'inciter à continuer. Tu vas lui dire non, ça, c'est pas bon pour toi, etc. Tu vas l'aider à ce que. Et là, c'est pas une manipulation contre lui. Là, c'est une manière, quelque part, de lui dicter un peu son comportement, de l'aider, de le soutenir pour son bien. Et c'est là où c'est important de, je le répète beaucoup, pardon, mais l'histoire toujours de contexte, c'est hyper important. Et parce que une intention dans un contexte peut être extraordinaire et de bienveillance et d'éthique, mais dans un autre contexte, ça peut être complètement décalé. Et puis, il est où le moment où on accepte que l'autre a une autre vision. Moi, je m'occupe beaucoup de SDF et je dois les sortir de la rue. Je dois, donc ça, c'est des mots que je dis moi. Mais eux, s'ils veulent pas, mais il faut que je le respecte et que je l'accepte. Et puis, s'ils veulent boire de la bière, et ben, en fait, mon intention, c'est quoi? C'est de les épauler, c'est pas de faire ce que j'ai envie. Voilà, donc elle est où? Il y a un moment donné où l'intention, c'est notre intention à nous, mais c'est pas forcément l'intention de l'autre. C'est là le respect où il faut faire attention. C'est là où ça peut être après intrusif. C'est ça. C'est là où vous ne rendez pas service, en fait. C'est ça. Et donc, même que ce soit un toxico ou une personne à qui on croit, c'est notre croyance à nous, c'est pas celle de la personne. L'idée, c'est qu'il sache que vous êtes là. Et si un jour il se sent prêt, il viendra. C'est ça. Mais l'interlocuteur, et là où d'être d'accord, de pas être d'accord, c'est sympa. Parce que ça permet d'avoir 2 opinions différentes et d'avoir l'ouverture de pouvoir en parler plus tard. Et convaincre, c'est pas imposer. Ça, je tiens aussi à insister là-dessus. C'est pas dominer, c'est pas imposer, c'est pas menacer, forcément. C'est pas intimider, c'est déjà informer. Et là aussi, c'est pour ça qu'il est très important, avant qu'on ouvre la bouche, de savoir quelle est notre intention, parce que si, par exemple, on revient au contexte d'entreprise, si j'anime une réunion juste pour informer mes collaborateurs de quelque chose, ben, en fait, j'attends rien en retour, j'informe. Donc, c'est assez ascendant, descendant. En revanche, si je veux rentrer en interaction avec eux, un peu comme on fait là ce soir, ben, l'idée, c'est d'être plutôt dans une démarche de
communiquer, c'est-à-dire que mettre en commun, et donc laisser la place à ce qu'il puisse y avoir un échange, et un échange de points de vue, un échange de... Tout dépend pourquoi, en fait. Et surtout, c'est là où il est important, à nouveau pour les chefs d'entreprise potentiels qui sont aussi managers, c'est quoi mon objectif? Si je veux juste donner une information, mais que je me mets physiquement ou dans ma posture, regard, etc., comme si j'attendais une interaction, mais en fait, je vais couper la parole à tout le monde parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et c'est là où il est important d'être clair, en fait, sur c'est quoi l'objectif, l'intention. L'interaction, c'est À venir. question. Je suis pas sûre qu'on puisse prendre ce raccourci, parce qu'on peut faire croire justement par une interaction à quelqu'un qu'on tient compte de son avis et puis ne pas le faire. Je suis pas sûre qu'on puisse dire ça. Par exemple, dans les entreprises aujourd'hui, nous ramènons l'expérience utilisateur, proposer des produits adaptés, on tient compte de l'acheteur et on lui pose des questions. Et donc là, on est sans manipuler, effectivement. On peut sans outil, peut facilement dériver. Mais c'est là où l'entreprise a des valeurs. C'est là où ces valeurs se retrouvent. Et tout dépend pourquoi on fait ça, en fait. Si on fait ce questionnaire pour une vraie expérience utilisateur et récolter des témoignages pour s'améliorer, et oui, normalement, c'est ça l'idée. S'améliorer dans la forme, et aussi dans la forme du produit, du service. Oui. Même dans la forme du questionnaire, dans l'absolu, parce que c'est dans le questionnaire, oui, mais c'est surtout entendre la vie de l'acheteur. Oui, tout à fait. Oui. Déjà, ça passe vite. Oui, on pourra continuer après. Conseiller, parce qu'on a il y a des astuces, des tests, des techniques aussi, oui. Pas mal de témoignages, d'exemples. Oui, pardon, excuse-moi. Pardon. Juste, j'ai commencé, je m'aperçois que j'ai progressé. J'ai commencé à parler du chapitre 4 sur comment faire face éviter les manipulations. Et dedans, j'ai construit un test pour que le lecteur, justement, puisse faire ce test et se rendre compte, en fait, de quelles sont ses propres failles potentielles face à la manipulation. Il ne peut pas y en avoir. Il peut y en avoir. Donc, c'est intéressant aussi de... Là, c'est seul avec soi-même. Hein. On fait ce test-là et on se rend compte. Et après, évidemment, je donne plein d'explications derrière. Qu'est-ce que ça représente, pourquoi, comment pouvoir y pallier, comment éviter justement de rentrer dans les pièges de potentiels manipulateurs, etc. C'est le chapitre 5. 5, pardon. Je croyais que c'était le 4. Ben oui, mais je ne l'ai pas lu. Ah, c'est ça. C'est dommage, je ne l'ai pas lu. Corinne, s'il fallait résumer en une seule phrase, le bouquin. C'est la question que on n'a rien préparé pour ça. L'art de convaincre sans manipuler. Il est plein de convictions, écrit avec humilité par quelqu'un qui croit en l'humanité, encore. Et ça, c'est le silence, quoi. C'est le silence qui laisse venir. Ouais, ça je m'élève un peu. Oui. Et si vous me permettez, si vous avez envie. Ah, d'accord. En fait, comme je disais tout à l'heure, ce thème-là de rendez-vous, un soir au MEDEF, moi je trouve que c'est quelque chose de très poétique. Moi, ça c'est mon imaginaire à moi. Et j'ai prévu de vous offrir la lecture d'un poème, si vous êtes d'accord, pour clôturer la rencontre. Et c'est un poème que je trouve hyper touchant et qui me paraît extrêmement approprié, qui s'appelle « Tu seras un homme, mon fils » de Rudyard Kipling, qui, pour moi, vraiment résume à la fois qu'est-ce que c'est convaincre et qu'est-ce que c'est persuader, qu'est-ce que c'est émouvoir. Et je vais tâcher de vous le servir avec toute... voilà, le mieux possible. Donc tu seras un homme, mon fils. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,
ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties sans un geste, sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre, si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter les sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un seul mot. Si tu peux rester digne, en étant populaire, si tu peux rester peuple, en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous les amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu sais méditer, observer, connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme. Merci. Et l'échange autour d'un verre, n'hésitez pas à dire pas ce MEDEF, parce qu'on le fait aussi pour que vous puissiez dire à vos proches, à vos amis, parler aussi ici dans ce MEDEF. Voilà. Merci à toi, Corinne. Merci pour l'invitation, merci beaucoup, et merci pour tes questions. Tu vois, finalement, la spontanéité, les pros, c'est pas mal. Voilà. Pour être sorti, ça va? Pas animateur, mais c'est aussi animateur. Ah non, j'avais pas connaissance des questions, ils peuvent témoigner. Et mais merci, c'est pas mal aussi d'avoir fait comme ça. Écoute. Voilà, merci à vous en tout cas. Et voilà, on peut échanger là de manière informelle. Voilà, je me mets à votre disposition si vous avez d'autres questions sur mes ouvrages. Voilà.